Si un être qui vous est cher s'était fait tuer le soir d'Halloween et que le seul moyen de le sauver était de remonter dans le temps pour résoudre une affaire vieille de 35 ans, que feriez-vous? Quand une terrifiante légende urbaine refait surface, Jamie ici doit retourner dans les années 80 pour attraper le tueur avant qu'il ne frappe. Mais malgré tout ce qu'elle sait du futur, ça ne pourra pas sauver tout le monde d'une mort brutale. Préparez-vous à un retour vers le futur qui va prendre une tournure mortelle, parce que je suis là pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre le tueur de garces dans Totally Killer. Cette jeune fille est sur le point de passer la pire nuit de sa vie. L'histoire commence un soir d'Halloween. Nous sommes en 2023 dans une paisible ville qui a vécu une histoire terrifiante. 35 ans plus tôt, en octobre 1987, un fou furieux masqué, connu sous le nom de tueur Sweet 16, a brutalement ôté la vie à 3 adolescentes lors d'une série de meurtres qui a duré près d'une semaine. Il les a toutes poignardées 16 fois chacune. Depuis, l'histoire s'est transformée en une légende urbaine. L'accoutrement du tueur est devenu un costume populaire d'Halloween. Des visites guidées sont organisées sur les scènes de crime et un podcast est animé par un journaliste d'investigation local, Chris Dubosage. Cette fille, Jamie, se prépare pour aller à un concert plus tard dans la soirée. Mais ses parents surprotecteurs, Pam et Blake, sont nerveux à l'idée de la laisser partir. Pam est encore traumatisée par les agressions qu'elle a subies quand ils étaient tous les deux au lycée. Jamie insiste sur le fait qu'elle sera en sécurité et elle promet à ses parents qu'elle sera rentrée avant le couvre-feu. Elle souligne aussi que non seulement ils pourront la localiser par téléphone, mais qu'elle est aussi armée jusqu'aux dents avec un spray au poivre, une alarme d'urgence, une pierre de protection, sans compter ses cours d'autodéfense qu'elle suit depuis 10 ans. À contre-cœur, sa mère accepte qu'elle y aille, mais elle est sur le point de réaliser que Jamie n'est pas la seule à être en danger. Restée seule à la maison, Pam passe la soirée à distribuer des bonbons aux enfants du quartier, quand elle entend un grand coup frapper à la porte d'entrée. C'est quelqu'un habillé comme le tueur Sweet 16, et il n'est pas intéressé par ses Smarties ou ce qu'il en reste. Tout à coup, l'agresseur sort un énorme couteau de chasse, mais Pam s'empresse de claquer la porte au nez de l'agresseur et de la verrouiller. Alors qu'elle active le système de sécurité de la maison pour appeler la police, le tueur brise la vitre, pénètre à l'intérieur et s'avance vers elle. Mais cette mère de famille ne se laissera pas faire sans se battre. Elle arrive à bloquer le premier coup et elle renverse l'agresseur. Elle sort une arme de poing secrètement bien gardée, mais il parvient à la désarmer avant qu'elle ne puisse tirer. Le combat se déplace dans la pièce adjacente, quand le tueur prend le dessus et la projette à travers une table basse. Mais Pam n'a pas encore dit son dernier mot. Allongée sur le sol, elle passe la main sous le canapé, brandit un spray au poivre et pulvérise le tueur, ce qui lui donne suffisamment de temps pour regagner la cuisine et s'armer d'un couteau. Pendant un instant, il semble que le tueur soit parti, mais il fait irruption par la porte de derrière et la plaque au sol. Pam réussit à lui asséner un coup de couteau, mais malheureusement ce n'est pas suffisant pour faire le job. Le tueur la poursuit et la poignarde brutalement avant de disparaître dans la nuit, au moment même où la police arrive sur les lieux. Ok, on dirait que le tueur Sweet 16 est de retour. Pam a livré un combat d'enfer, mais malheureusement elle n'a pas pu tenir assez longtemps pour survivre. Et pourtant elle s'était vraiment bien préparée, et la vérité c'est que ça aurait dû être une victoire facile. Mais elle a fait quelques erreurs fatales tout au long du combat qui en ont changé l'issue. Si seulement elle avait abordé les choses différemment. Dès qu'elle a réalisé qu'elle était en danger, Pam a commencé par faire les 2 meilleures choses qu'elle pouvait faire, c'est-à-dire appeler les flics et se munir d'une arme. Le seul problème, c'est qu'elle s'y est prise dans le mauvais ordre. C'est compréhensible qu'elle ait voulu appeler la police en premier. Après tout, l'union fait la force et le simple fait que des policiers soient en route aurait pu suffire à empêcher le tueur d'entrer dans la maison. Malheureusement pour Pam, ça n'a pas été le cas. Et c'est là que les choses ont commencé à mal tourner. Vous devez toujours appeler la police dès que vous le pouvez si vous craignez que votre vie est en danger. Mais selon l'endroit où vous vivez, les agents mettent généralement au minimum 5 minutes et souvent plus du double pour répondre à votre appel. Évidemment, c'est toujours mieux que de ne pas avoir d'aide du tout. Mais ça ne suffira pas si un cinglé armé d'un couteau est en train d'enfoncer votre porte d'entrée, comme on a pu le voir dans le cas de Pam. Dans ce cas, la solution était simple. Il fallait d'abord s'emparer de l'arme, puis appeler la police une fois qu'elle aurait été armée et dangereuse. Si elle avait pris son arme avant que le tueur ne franchisse la porte, elle aurait pu vider le chargeur sur ce monstre au moment précis où il entrait, et le combat aurait été terminé avant même d'avoir commencé. Les officiers n'auraient alors plus eu qu'à rédiger un rapport de police au lieu de devoir recueillir des preuves de son meurtre comme maintenant. Bien qu'elle soit partie du mauvais pied, Pam a utilisé ses compétences en matière d'autodéfense pour prendre le dessus sur ce monstre. Et pendant un moment, il semblait même que le tueur allait vraiment s'en aller. Le problème, c'est qu'elle a baissé sa garde beaucoup trop tôt et elle a fini par se faire surprendre par un des plus vieux tours de passe-passe. L'irruption par la porte de derrière non verrouillée et l'attaque sournoise de sa proie. Apprenez cette leçon au cas où vous vous retrouveriez avec un intrus armé chez vous. Restez sur vos gardes tant que la police n'est pas arrivée sur les lieux, même si la menace semble être repartie. Et n'oubliez jamais de surveiller vos arrières. Malgré tous ces faux pas, Pam est revenue à l'offensive et elle a réussi à porter le premier coup critique de la lutte.
Mais c'est là qu'elle a commis sa plus grosse erreur. Elle a poignardé le monstre à l'épaule et elle a tenté de s'enfuir sans chercher à le tuer. Quelques centimètres plus haut ou sur la gauche lui aurait permis de toucher le cou, le cœur ou le poumon, ce qui aurait été fatal à ce Johnny Bravo assoiffé de sang. Nous l'avons déjà vu à maintes reprises, quand votre attaquant est sur le point de rendre les armes, la dernière chose à faire c'est de lui donner une chance de se relever. Et c'est cette dernière erreur qui a coûté la vie à Pam. C'est maintenant à la police de découvrir l'identité du tueur. Et heureusement, avant de mourir, Pam a peut-être trouvé un moyen d'aider la police à résoudre l'affaire. Après avoir été poignardé, le tueur a jeté son couteau sur le sol de la cuisine. Et il semblerait qu'il n'ait pas eu beaucoup de temps pour nettoyer derrière lui avant d'être obligé de fuir la maison. Ça signifie que même si le tueur a pensé à prendre le second couteau en sortant, son sang et donc son ADN devraient encore se trouver quelque part sur les lieux. Il ne reste plus à la police qu'à trouver ses preuves et à espérer qu'elle pourra localiser le tueur et le traduire en justice avant qu'il ne frappe à nouveau. Après avoir trouvé Pam brutalement assassinée à leur retour, Jamie et son père sont complètement dévastés. Mais comme tout bon podcasteur d'histoires criminelles réelles, Chris ne tarde pas à transformer cette tragédie familiale en contenu pour son podcast. Le lendemain à l'école, le directeur et le shérif de la ville prennent Jamie à part pour lui poser quelques questions. Il s'avère qu'ils ont trouvé des messages entre sa mère et l'animateur du podcast sur le téléphone de la femme, ce qui les amène à penser qu'elle avait peut-être une liaison. Et du coup, ça ferait de son père le principal suspect. Furieuse, Jamie fait remarquer que le shérif a toujours eu un problème avec son père depuis leur enfance. Et elle lui crie de se concentrer sur la recherche du vrai tueur, avant de partir en trombe. Plus tard, Jamie va retrouver son amie Amelia au champ de foire abandonné de la ville. Elle trouve la jeune fille en train de transformer le photomaton en machine à remonter le temps, pour la foire scientifique du lycée. Amelia s'inspire des expériences que sa mère avait commencées quand elle était plus jeune mais qu'elle avait finalement abandonnées. La machine est réglée sur la date du premier meurtre de Sweet 16, ce qui donne une idée aux filles. Si elle parvenait à faire fonctionner la machine, elle pourrait peut-être voyager dans le temps pour arrêter le tueur avant même que les attaques ne se produisent. Et par la même occasion, espérer sauver la vie de sa mère. Il se fait tard et Jamie décide de rentrer chez elle à pied, sans se rendre compte que le tueur l'observe secrètement à distance. Ce soir-là, Jamie demande à son père ce qui s'est réellement passé entre sa mère et l'animateur du podcast. Il lui explique que Pam avait décidé de rester en contact avec lui parce qu'il était le seul à continuer d'enquêter sur les meurtres après que la police ait abandonné la piste. Le matin, elle va rencontrer Chris dans un café voisin et elle espère obtenir plus d'informations. Il s'avère que sa mère avait reçu un mot du tueur en 1987 qui disait qu'elle serait la prochaine victime. Mais de peur que la menace ne devienne réelle, elle avait décidé de n'en parler à personne, sauf à Chris. Jamie retourne au champ de foire plus tard dans la nuit et elle tombe sur Amelia. Mais la vérité, c'est qu'elles ne sont pas seules. Alors qu'elles discutent, le tueur surgit tout à coup de derrière une haie et fonce sur Jamie. Elle s'enfuit pour sauver sa peau et parvient à le semer en se cachant dans le photomaton. Mais elle lui révèle sa position quand, sans faire exprès, elle allume la machine. Le tueur tente de la poignarder à travers le rideau, déterminé à en finir. Mais Jamie dévie le couteau et l'enfonce directement dans le panneau de contrôle avant de repousser le monstre d'un coup de pied. Bizarrement, ça déclenche la machine à remonter le temps comme prévu. Et ça la renvoie 35 ans en arrière, au jour où tout a commencé, le 27 octobre 1987. Ok, alors ça c'est complètement dingue. Amelia a réussi à inventer la machine à voyager dans le temps, et elle a renvoyé Jamie dans les années 80. Celle-ci a maintenant l'occasion d'arranger les choses, mais elles ont déjà foiré dès le début. En effet, changer le passé changerait inévitablement le futur, comme Jamie est sur le point de le découvrir, et il n'y a aucun moyen de savoir quel serait le résultat de tout changement de la ligne temporelle. Si elle ne fait pas attention, Jamie pourrait facilement se retrouver sans aucun avenir, ou du moins sans l'avenir tel qu'elle s'en souvient. Ce qu'elles auraient vraiment dû faire ici, c'est renvoyer Jamie dans un passé aussi proche que possible de la date de la mort de sa mère, au lieu de la faire remonter jusqu'en 87. Ça lui aurait donné la possibilité de sauver sa mère du tueur et ça aurait limité les chances qu'elle modifie radicalement et de manière catastrophique la ligne temporelle. Elle ne pouvait pas se contenter d'avertir sa mère de ce qui l'attendait, parce que si elle n'arrêtait pas le tueur pour de bon, il y aurait toujours eu une menace potentielle. Elle aurait donc dû laisser la nuit se dérouler normalement et aller au concert avec Amelia comme prévu. Ainsi, sa mère se serait trouvée seule à la maison. Ensuite, elle aurait quitté le spectacle une fois qu'il aurait commencé et se serait arrangée pour qu'elle et son père reviennent juste au moment où le tueur se présenterait. En appelant la police à l'avance de surcroît, elle aurait simplement eu à surprendre le tueur, à lui infliger une bonne raclée en famille, et elle aurait ainsi sauvé la vie de sa mère en toute simplicité. Ça aurait été la meilleure façon de procéder. Mais maintenant qu'elle est revenue dans le passé, je suppose que Jamie doit tirer le meilleur parti de toutes les opportunités qui s'offrent à elle. Si elle peut arrêter le tueur avant qu'il ne frappe, elle pourra peut-être sauver sa mère. Voici donc ce qu'elle doit faire. L'objectif, c'est évidemment d'arrêter le tueur.
Mais la seule façon d'y parvenir, c'est de laisser la première attaque se dérouler exactement comme elle est censée se dérouler. Et elle doit limiter au maximum ses interactions avec les personnes du passé afin de ne pas trop affecter la ligne temporelle. Si elle a étudié l'histoire locale, Jamie devrait savoir que la première victime du tueur était une fille nommée Tiffany Clark, tuée dans le garage de ses parents lors de la fête d'anniversaire de ses 16 ans. En fait, ça rend les choses assez simples. Tiffany est sur le point d'organiser une fête de dingue ce soir-là. Et comme nous sommes dans les années 80, il ne devrait pas être trop difficile pour Jamie d'y aller. Tout ce qu'elle a à faire, c'est attendre que la fête commence, puis aller à la porte et se présenter comme une nouvelle fille qui vient d'arriver en ville. Il y a fort à parier que les autres jeunes ne se poseront pas de questions. Et après ça, il sera temps de passer à la deuxième phase du plan. Une fois qu'elle aura infiltré la fête, Jamie n'aura plus qu'à s'armer d'un couteau, d'une batte de baseball ou de tout autre outil qu'elle pourrait trouver dans le garage. Elle se cachera à l'intérieur avant que le tueur ne se montre et lui fera subir l'attaque surprise de sa vie quand il essaiera de s'en prendre à Tiffany. Malheureusement, il ne suffira pas simplement d'arrêter l'attaque. Elle devra tuer l'assassin ici et maintenant. Sinon, il y a une chance qu'il revienne pour sa mère dans le futur. En plus, si le tueur meurt ce soir avant même d'avoir fait sa première victime et avant même que la légende urbaine ne commence, il n'y aura aucune chance que quelqu'un devienne un imitateur par la suite, ce qui éliminerait aussi complètement cette menace potentielle. Tant qu'elle est en état de légitime défense, Jamie ne devrait pas avoir d'ennui majeur, et une fois le tueur mort, il ne lui restera plus qu'à trouver un moyen de rentrer chez elle. Pour ce faire, trouver la mère d'Amelia serait sa meilleure chance puisqu'elle a conçu la machine à voyager dans le temps il y a bien longtemps, et c'est exactement ce que Jamie va faire. Si elle joue bien ses cartes, son plan pourrait fonctionner, mais elle ne tardera pas à commettre plusieurs erreurs qui vont tout changer. Quand Jamie sort de la cabine, elle se rend rapidement compte que la machine a fonctionné et qu'elle s'est retrouvée exactement là où elle devait être. Maintenant qu'elle peut mettre son plan à exécution, elle se rend au lycée en compagnie d'une inconnue dans l'espoir d'approcher la victime du tueur avant que celui-ci n'ait eu le temps de frapper. Jamie arrive à l'école et elle se rend à l'accueil. Elle invente une histoire tirée par les cheveux sur le fait qu'elle est une étudiante canadienne inscrite dans un programme d'échange et qu'elle pense qu'elle aura des difficultés avec le personnel. En réalité, la secrétaire se fiche éperdument de Jamie et elle lui remet simplement l'emploi du temps de ses cours en lui disant qu'elle est en retard pour le cours de sport. Au cours d'une partie de ballon prisonnier, elle aperçoit les 3 premières victimes du tueur Sweet 16 dans l'équipe adverse, Tiffany, Marissa et Heather. Son cerveau de la génération Z n'est pas armé pour gérer une telle violence dans le jeu. Mais il s'avère que sa mère Pam est là elle aussi. Elle est la joueuse la plus agressive sur le terrain et elle frappe Jamie au visage sans aucune hésitation ni aucun remords. Après le cours, Jamie se présente maladroitement aux filles et elle tente de les convaincre d'annuler la fête d'anniversaire de Tiffany qui aura lieu plus tard dans la soirée, sachant que cette dernière sera la première cible du tueur. Évidemment, elles ne sont pas du tout intéressées par ce que peut dire une étudiante canadienne d'un programme d'échange, ce qui oblige Jamie à trouver un nouveau plan. Elle se rend au bureau du shérif et elle tente d'expliquer sa situation en faisant le parallèle avec le film Retour dans le futur, dans l'espoir qu'ils comprendront. Pour ses adjoints du shérif ici, tout ça ressemble à un ramassis de sottises, et il lui ordonne de retourner au lycée, faute de quoi, ils l'arrêteront pour avoir séché les cours. Il semblerait que personne ne veuille la croire, mais c'est alors qu'elle se souvient d'une personne qui pourrait la croire. Lorraine, la mère de son amie Amelia. Jamie retourne à l'école et retrouve la jeune fille. Elle lui explique en détail ce qui se passe, et elle montre son iPhone à Lorraine pour bien lui prouver qu'elle vient du futur. Cette fois-ci, Lorraine comprend vraiment, et toutes les deux se rendent à la fête foraine pour voir la machine à voyager dans le temps. Lorraine en déduit rapidement que le couteau du tueur a dû agir comme un conducteur supplémentaire, et elle commence à faire des tests pour comprendre comment elle pourrait reproduire le même effet. Inquiète, Jamie veut savoir si le fait d'arrêter le tueur et de changer le passé aura des conséquences imprévisibles sur l'avenir. Lorraine lui répond que ce sera très probablement le cas, mais qu'il est impossible de savoir avec certitude si ces changements seront en bien ou en mal. Plus tard dans la nuit, Jamie et Lorraine se rendent à la fête organisée par Tiffany, et elles espèrent pouvoir la retrouver avant le tueur. Mais il y a un problème. Les filles ne veulent toujours rien savoir d'elle, et elles la font immédiatement expulser par Randy, un jeune sportif. Elle réussit quand même à se faufiler à l'intérieur, et elle tombe à nouveau sur Tiffany. Elle laisse accidentellement échapper qu'un autre garçon, Eddie, deviendra par la suite une célèbre rockstar. Tiffany décide alors de participer à l'histoire, et elle part à la recherche d'Eddie pour le brancher. Mais ce sera sa plus grosse erreur. Jamie se souvenant de la façon dont les choses se sont déroulées à l'origine, elle pense à tort qu'elle trouvera Tiffany dans le garage. Il s'avère qu'elle a déjà changé l'ordre des événements, et qu'au lieu de ça, Tiffany est à l'étage dans la chambre de ses parents, en train de faire des avances à Eddie. Pendant que Tiffany est dans la salle de bain, il finit par s'éclipser après avoir décidé qu'elle était trop prude. Mais elle est sur le point de réaliser qu'il y a quelqu'un d'autre qui cherche à passer un peu de temps tête à tête. C'est alors que le tueur sort du placard de la chambre. Il porte son masque emblématique et il est armé d'un énorme couteau.
Terrifiée, Tiffany se lève et tente de s'enfuir par la porte. Mais le tueur lui coupe la route, la force à retourner sur le lit et la poignarde brutalement à mort. La musique de la fête est très forte et personne à l'extérieur ne peut entendre crier à l'aide. Quand Jamie parvient à se frayer un chemin à travers la porte, il est déjà trop tard. Et il semblerait que le tueur se soit échappé par la fenêtre. Ok, eh bien je suppose que ce plan n'a pas fonctionné. Jamie n'est dans le passé que depuis moins de 24 heures et elle commet déjà des erreurs qui modifient la chronologie des événements. Non seulement pour elle, mais aussi probablement pour toute l'histoire de l'humanité. Elle n'a pas réussi à arrêter le premier meurtre et il ne lui reste plus que 2 chances. Jamie, tu as merde. Je sais que tu n'es pas Jimmy Neutron ou Doc Brown, mais rends-moi service et essaie de te faire une idée de ce que je vais te dire, d'accord ? Pour chaque interaction que tu as avec ces personnes du passé, tu changes inévitablement l'issue des événements. Ça veut dire que ta connaissance de l'avenir est complètement inutile. Te voir te lancer ici avec l'équivalent d'un guide de stratégie et réussir à tout gâcher, c'est franchement impressionnant. Mais il est temps de te ressaisir, parce qu'à ce stade, ta chère petite maman qui va se faire poignarder à mort dans 35 ans va devenir le cadet de tes soucis. La vérité, c'est que tu as commis une erreur en t'impliquant avec ces personnes issues du passé. Au lieu de ça, tu aurais pu te contenter de rester discrète et de garder tes distances, parce que tu savais exactement comment les choses allaient se passer. Il semblerait que tu aies oublié la mission. Alors laisse-moi te rappeler rapidement ce que nous voulons. Tu n'es pas ici pour te faire des amis ou pour sauver la vie de qui que ce soit. Tu es ici pour attraper le tueur et utiliser ces filles mesquines comme bouclier de viande s'il le faut. Mais tu ne peux pas le faire si tu continues à changer la façon dont les choses se déroulent. Non seulement tu n'as pas réussi à éviter le premier meurtre, mais cette petite erreur est sur le point de causer toutes sortes de problèmes, comme tu vas bientôt le découvrir. En plus, ça ne te semble peut-être pas très important pour l'instant, mais ton téléphone est littéralement en train de mourir pendant tout ce temps. Et au cas où tu l'aurais oublié, tu en auras besoin pour retourner dans le futur. Alors, je sais pas moi, essaie peut-être de l'éteindre. C'est juste une idée. Parce que tu es entré en sachant exactement ce qui allait se passer, mais que tu n'as pas réussi à arrêter le meurtre et que tu as modifié de façon permanente les événements du passé, Jamie, tu as merde. Après avoir parlé au shérif adjoint, Jamie et Lorraine rattrapent Pam qui rentre seule chez elle. Elle est dévastée par la perte de son amie et elle veut comprendre comment Jamie a pu savoir que Tiffany allait être attaquée. Jamie réfléchit rapidement et elle se fait passer pour une médium. Elle dit à Pam qu'elle, Marissa et Heather sont les prochaines victimes, à moins qu'elle ne trouve un moyen d'arrêter le tueur en premier. Elles retournent toutes les 3 chez Pam, où Jamie fait semblant de regarder dans le futur, prédisant que dans 2 nuits, Marissa sera la prochaine victime, et que ça se passera dans une cabane dans les bois. Elle essaie de deviner qui pourrait être le suspect, et elle demande à Pam s'il y a quelqu'un qui voudrait se venger d'elle et de ses amis. Au début, personne ne lui vient à l'esprit. Mais après avoir réfléchi un moment, Pam commence à faire un inventaire de plusieurs dizaines de noms. Ce qui n'aide pas vraiment à réduire la liste pour le moment. Les filles décident de se séparer. Jamie et Pam vont chercher à savoir qui pourrait être le tueur, et Lorraine se concentrera sur la réparation de la machine à remonter le temps pour ramener Jamie une fois qu'elles auront terminé. De retour en 2023, on voit Chris, l'animateur de podcast, qui est toujours à la recherche de nouvelles pistes. Il tombe sur Amelia qui est en train de travailler dans son garage sur une 2e machine à voyager dans le temps. Après la mort de Tiffany, il a commencé à soupçonner que les événements du passé se modifiaient de façon surprenante. Par exemple, il connaît tous les détails de chaque affaire de meurtre. Et dans son souvenir, Tiffany est morte dans le garage de ses parents, alors que les rapports indiquent maintenant qu'elle a été tuée dans leur chambre à coucher. Amelia regarde la photo de la scène de crime et elle remarque quelque chose d'important. Jamie a laissé une note révélant que le couteau du tueur était ce qui avait permis à la machine à voyager dans le temps de fonctionner. Et maintenant qu'elle connaît la réponse, Amelia devrait être en mesure de faire fonctionner la nouvelle machine. Pendant ce temps, Jamie surprend les filles en train de parler de leur plan pour la fête d'anniversaire de Marissa le soir suivant. Sachant que c'est là que le tueur frappera ensuite, elle essaie de les convaincre de choisir un endroit très fréquenté et elle finit par obtenir de Marissa qu'elle accepte d'organiser la fête dans l'appartement de ses parents. Quand les cours commencent, elle est forcée de faire équipe avec Damon, un garçon timide, et elle remarque que son cahier est rempli de dessins effrayants, ce qui la fait immédiatement soupçonner qu'il pourrait être le tueur. Alors qu'elle se rend à l'appartement, Jamie demande aux filles ce qu'elles savent de ce Damon. Et ce qu'elle entend n'est pas du tout rassurant. Non seulement il a des antécédents de violence et de bagarres à l'école, mais sa sœur Trish, récemment décédée dans un tragique accident de voiture, a été une des nombreuses victimes de brimades constantes de ces garces. Jamie commence à réaliser que ces filles sont de véritables pestes, qui ne valent peut-être pas la peine d'être sauvées finalement. Mais elle est trop fatiguée par le manque de sommeil pour s'en préoccuper. Elle décide de se reposer jusqu'à ce qu'elles arrivent à destination. Quand elle se réveille enfin, elle a une sacrée surprise. Il s'avère que Marissa n'est pas la plus futée du groupe, et elle a confondu ce qu'a dit Jamie à propos de la cabane, ce qui les a conduites exactement là où elle ne voulait pas être. Jamie est furieuse, et pour aggraver les choses, Pam a invité Blake, Randy et Cara à venir, ce qui ajoute encore plus de complications à un scénario déjà dangereux.
les autres commencent immédiatement à faire la fête, tandis que Jamie s'empresse de verrouiller toutes les issues. Elle essaie de les avertir de ne pas se séparer ni de sortir, mais Randy finit par en avoir assez de son comportement castrateur, et il décide de la laisser à l'extérieur pour le reste de la nuit. Paniquée, elle fait le tour de la cabane à la recherche d'un autre moyen d'entrer, et c'est alors qu'elle remarque qu'une des fenêtres de l'étage est grande ouverte, alors qu'elle se souvient très bien les avoir toutes verrouillées. Ça ne peut signifier qu'une chose, il y a un invité indésirable dans la cabane, et il y a de fortes chances qu'il ne soit pas venu pour l'alcool bon marché. Jamie commence immédiatement à essayer d'avertir qui elle peut, mais ils sont tous trop bourrés pour l'écouter. De la fenêtre de l'étage, elle remarque que Heather est déjà dans les vapes dans une des chambres. C'est alors que le tueur sort du placard et allume la radio à fond pour que personne n'entende ses cris. Paniquée, Jamie parvient enfin à rentrer par la chambre où Pam et Blake s'étaient isolés pour un moment d'intimité. Heather se réveille juste à temps et parvient à repousser le tueur, et elle s'enfuit pour sauver sa peau. Mais il la rattrape rapidement dans le couloir et la jette par-dessus la rambarde. Elle atterrit au premier étage, blessée mais toujours en vie. Elle rampe jusqu'à la pièce principale en hurlant autant que possible pour appeler à l'aide. Mais le tueur la rattrape à nouveau et la poignarde à plusieurs reprises dans le dos et la poitrine. Les choses ne s'annoncent pas bien pour elle, mais Blake entre dans la pièce et commence à le combattre. Malheureusement, il reçoit un coup de couteau à l'épaule et il s'effondre sur le sol à côté d'Heather. Cette fois-ci, le tueur se précipite vers la porte où il est pris en embuscade par Jamie, qui lui assène un coup de bûche sur la tête. Elle se défend bien, mais le tueur la domine rapidement et la coince contre la cheminée. Pam se joint alors à la bataille, frappe le tueur à la tête avec un vase et sauve la vie de Jamie, mais elle se fait assommer sur le bar au passage. Blake se relève et parvient finalement à repousser le tueur avec un tisonnier, ce qui pousse ce dernier à s'enfuir de la cabane en s'enfonçant dans la nuit. Blake, Jamie et Pam vont s'en sortir, mais le mal est déjà fait. Ok, alors que je pensais que les choses ne pouvaient pas être pires, Jamie continue de tout foutre en l'air. Maintenant, il ne reste plus qu'une seule victime, ce qui signifie aussi qu'elle n'a plus qu'une seule chance d'attraper le tueur. Le problème, c'est que Jamie continue d'essayer d'impliquer ces personnes du passé dans le plan au lieu de se contenter de jouer le jeu et de laisser l'histoire faire son œuvre. Depuis le temps, elle devrait avoir compris que toute tentative de changer le passé entraîne des conséquences imprévisibles, qui ne se limiteront pas à réunir accidentellement son père et sa mère plutôt que prévu dans le temps, mais qui risquent aussi de les tuer, elle et eux. Les choses allaient déjà mal avant même que la nuit ne commence. Si Jamie était si déterminée à éviter la cabane, elle aurait dû rester éveillée dans la voiture. Je comprends qu'elle était épuisée par ce voyage dans le temps, mais c'est à ça que sert la caféine. Arrêtez-vous dans un 7-Eleven et prends-toi un café ou un energy drink si t'as sommeil, parce que c'était clairement pas le moment de s'endormir alors que t'avais du boulot. Rester à l'écart de la cabane était peut-être une bonne idée dans sa tête, mais il y a un problème. Si elles étaient allées en ville pour éviter le tueur, alors elles n'auraient jamais pu l'arrêter, et il y aurait toujours eu une chance qu'il s'en prenne à sa mère un beau jour dans le futur. Comme je l'ai dit, le seul moyen d'assurer la sécurité de sa mère, c'est d'éliminer le tueur pour de bon. Du coup, le fait de se retrouver à la cabane, malgré son intention d'emmener les filles ailleurs, c'était en fait un mal pour un bien. Une fois qu'ils sont arrivés à la cabane, tout ce que Jamie avait à faire, c'était de surveiller l'endroit seul ou avec l'aide de Pam, quand elle n'était pas occupée à essayer d'embrasser Blake, puisqu'elle était la seule autre personne qui était au moins un peu au courant de ce qui se passait. Si c'était moi à la place de Jamie, j'aurais simplement participé à la fête tout en gardant un œil sur tout le monde pendant la nuit, et en me concentrant particulièrement sur Marissa. Bien sûr, étant donné que la chronologie a déjà changé, il y aurait toujours eu une chance que le tueur s'en prenne à quelqu'un d'autre. Mais Marissa restait la cible la plus probable puisque c'était son anniversaire et que ça correspondait au mode opératoire du tueur. Une fois que le tueur se serait montré, tu aurais juste eu à protéger la cible avec n'importe quelle arme que tu pouvais trouver dans la maison. Utilise ta supériorité numérique à ton avantage et élimine ce monstre une fois pour toutes. Après avoir été enfermée à l'extérieur de la maison, Jamie aurait dû se diriger directement vers la fenêtre ouverte dès qu'elle l'a remarqué. Si elle avait suivi les traces du tueur, elle aurait pu le prendre par surprise ou au moins rentrer dans la maison avant que la véritable attaque n'ait commencé. Le pire, c'est que Jamie ici a commis la même erreur que sa mère, et elle a donné au tueur une chance de se relever après qu'elle l'ait frappé avec la bûche. En plus, personne n'a pris la peine de pourchasser ce monstre hors de la cabane une fois la bagarre terminée. Pour ce qu'ils en savaient, le tueur aurait très bien pu s'en prendre à Marissa et à Randy qui étaient dans le jacuzzi, et ajouter encore plus de cadavres à la pile. En plus de protéger le reste de leurs amis, s'ils avaient poursuivi le tueur, ils auraient peut-être pu voir la voiture qu'il a utilisée pour s'enfuir de la forêt. Avec tous ces changements, Jamie n'a plus aucun moyen de prédire ce qui va se passer. Tout ce qu'elle peut faire, c'est garder un œil sur Marissa puisqu'elle est la seule victime encore en vie. Ils doivent également commencer à émettre des hypothèses sur l'identité du tueur. Dans le groupe d'amis, la seule fille qui n'était pas visée à l'origine, c'était Pam. Et le tueur ne choisit pas ses victimes au hasard. Il doit y avoir quelque chose qui relie ces trois filles en particulier, et le découvrir pourrait les mener à leur suspect. De plus, Jamie a blessé l'agresseur d'un coup à la tête, donc si c'était quelqu'un de leur lycée, il devrait être assez facile de savoir de qui il s'agit. Jamie n'a plus qu'une seule chance de réussir, et il faut espérer qu'elle pourra le découvrir avant qu'il ne soit trop tard. Les survivants retournent au bureau du shérif où ils commencent à essayer de trouver des suspects.
Jamie a réussi à prélever un peu de sang du tueur sur une serviette en papier. Mais comme nous sommes dans les années 80, personne n'a encore la moindre idée de ce qu'est l'ADN, ce qui rend la preuve totalement inutile. Blake commence à soupçonner Kara parce qu'elle était la seule d'entre eux à avoir manqué à l'appel quand Heather s'est fait tuer. Mais elle insiste sur le fait qu'elle est innocente et elle quitte le bâtiment en colère. Pour l'instant, ils n'ont aucune piste. Et comme Heather est morte à la place de Marissa, Jamie se rend compte que même ce qu'elle sait du futur ne va plus les aider. Le lendemain au lycée, Lorraine lui annonce qu'elle a réussi à faire fonctionner un prototype de machine à remonter le temps. Même s'il faut encore quelques ajustements avant qu'elle ne soit prête à renvoyer Jamie dans le futur. Elle remarque également que son téléphone portable capte tant qu'elles sont près d'un reportage de télévision en direct, mais qu'il ne lui reste que 33% de batterie. Jamie n'a plus que 7h30 avant que son téléphone ne tombe en panne et qu'elle ne soit piégée pour toujours dans le passé. Ça coïncide avec le moment où Heather était censée être tuée à la fête foraine. La bonne nouvelle, c'est que l'équipe de télévision sera présente à la fête foraine d'Halloween, ce qui donne une idée à Lorraine. Elle va faire fonctionner la machine à remonter le temps et utiliser le signal de l'émission pour enfin renvoyer Jamie chez elle. Pendant ce temps, Jamie décide de fouiller la camionnette de Damon à la recherche de preuves. Damon la surprend en train de fouiller dans ses affaires, mais elle comprend vite qu'il n'est pas là pour lui faire du mal. C'est juste un gars timide et maladroit qui est vraiment innocent dans la vie. C'est juste qu'il aime les jeux vidéo violents et qu'il souffre d'anxiété sociale. Pendant qu'ils discutent à l'extérieur, Doug le surveillant les surprend. Il s'avère que Doug aime aussi les jeux vidéo violents. Il est entraîné au karaté et il sait exactement à quelle fréquence la police passe devant l'école. Intéressant, mais pas pour Jamie bizarrement. La fouille de la camionnette de Damon n'a rien donné et on ne sait toujours pas qui est le tueur. Mais il ne faudra pas attendre longtemps avant de le découvrir. Plus tard, Jamie retrouve Lorraine à la fête foraine, mais le photomaton cassé n'arrive pas à générer assez d'énergie pour faire fonctionner la machine à remonter le temps. Poussant la réflexion plus loin, elle décide d'utiliser ce rotor ressemblant à un ovni et appelé Quantum Drop. Lorraine reste sur place pour tout installer, pendant que Jamie prépare le reste du groupe à la prochaine attaque du tueur. Le plan est simple. Ils vont utiliser Marissa comme appât pour attirer le tueur dans la maison de l'horreur, où les autres vont lui tendre une embuscade au moment où il se montrera. Tout se passe bien au début, mais les choses se gâtent rapidement quand le tueur déclenche un animatronique, ce qui effraie Jamie qui se cachait à proximité. Le tueur s'en prend immédiatement à elle avec un couteau. Une énorme bagarre éclate et tous les autres se précipitent pour la sauver. Alors que le tueur s'acharne sur Andy, Jamie parvient à lui donner un coup de couteau dans le dos. Mais ce n'est pas suffisant et il la maîtrise facilement, prêt à l'achever. Tout à coup, le tueur est empalé par une lame massive. C'est Kara déguisée en faucheuse. Et non seulement elle vient de prouver son innocence, mais le tueur Sweet 16 est enfin mort. Maintenant, il est temps de voir qui se cachait vraiment derrière le masque. Et qui d'autre que Doug le surveillant en personne. Ils examinent son corps et constatent qu'il porte un médaillon. Et c'est alors qu'ils comprennent ses motivations dans ses attaques. Il s'avère que Doug avait une relation avec Trish, dont la mort a été indirectement causée par le harcèlement dont elle était victime de la part des pestes de l'école. Jamie est furieuse contre Pam pour avoir participé à tout ça. Mais la vérité, c'est qu'elle n'était pas là à ce moment-là. Ce qui n'explique donc pas pourquoi Doug, devenu adulte, voudrait encore l'assassiner toutes ces années plus tard. Ok, alors ça c'est énorme. Jamie a finalement arrêté le tueur, et il ne reste plus qu'à la ramener chez elle. Mais au passage, elle a fait quelques erreurs qui auraient pu lui coûter très cher. Tout d'abord, comme je l'ai déjà dit, elle aurait dû immédiatement éteindre son téléphone pour économiser la batterie. De cette façon, elle n'aurait pas eu à s'inquiéter de la voir mourir avant de pouvoir retourner dans le futur. Ne me demandez pas pourquoi Lorraine peut inventer une machine à voyager dans le temps qui fonctionne, mais pas un chargeur d'iPhone. Parce que je me pose encore la question là. En plus, Jamie n'a pas réussi à découvrir l'identité du tueur avant sa mort, alors qu'il y avait de nombreux signes avant-coureurs. Voyons voir. Doug aimait les jeux vidéo violents, il s'entraînait au karaté, il savait exactement à quelle heure la police passait près du lycée, il avait plus ou moins la bonne taille, il était présent le soir de la fête de Tiffany, mais il n'était nulle part en vue au moment du meurtre. Un ou deux de ces points ne suffiraient probablement pas à me mettre la puce à l'oreille. Mais en mettant tous ces éléments bout à bout, j'aurais vérifié l'alibi de Doug un tout petit peu plus tôt. Je suis fière de Jamie pour avoir enfin compris qu'elle devait utiliser Marissa comme appât. Mais si vous prévoyez de tendre une embuscade à un tueur, ne vous séparez pas tous et ne vous mettez pas dans des positions vulnérables, comme par exemple vous cacher dans la cabine des toilettes. La bonne façon de procéder consiste d'abord à choisir l'endroit où se déroulera l'embuscade. Il faudra le choisir le long du parcours que l'ennemi empruntera selon vous, c'est-à-dire dans la première ou la deuxième pièce de la maison hantée à partir de l'entrée. Dans cette pièce, vous devrez établir une véritable zone d'abattage, c'est-à-dire une sorte de goulot d'étranglement où l'ennemi finira coincé, une fois l'embuscade commencée. L'étape suivante sera le positionnement. Chacun devra avoir de quoi se protéger et avoir une bonne cachette pour ne pas être facilement repéré. Mais il faudra toutefois garder la cible en ligne de mire pour le début du combat.
Enfin, une fois que la cible sera entrée dans la zone d'abattage, Jamie devra lancer l'attaque, soutenue par Blake et Randy, les combattants les plus forts du groupe, avec Pam et Marissa en renfort au cas où quelque chose tournerait mal. Avec un peu de stratégie, cette bataille aurait pu se terminer hyper facilement. Mais ils ont quand même réussi à faire le job, même si c'était un peu plus bâclé que nécessaire. Après le fiasco et l'incident de la cabane, il était déjà clair qu'ils étaient tout simplement nuls au combat, jusqu'à ce que Kara arrive et sauve la situation. Ce qu'ils ne méritaient même pas puisqu'ils l'avaient traitée comme une suspecte. Je suppose qu'elle est la véritable héroïne ici, après tout. Il semblerait que le cauchemar soit enfin terminé. Mais il reste encore un rebondissement que personne n'a vu venir. Tout à coup, un autre tueur surgit de l'ombre et tranche la gorge de Marissa avant même que les autres n'aient eu le temps de réagir. Kara sort immédiatement l'arme que son père policier lui a laissé emprunter, mais elle manque le tueur lors de son premier tir. Elle s'enfonce alors au plus profond de la maison hantée pour le pourchasser. Elle parvient à le coincer dans une chambre froide, mais elle gaspille toutes ses munitions sans le toucher une seule fois, ce qui oblige tout le monde à courir pour sauver leur peau. Au moment où il passe derrière le reporter du journal télévisé, le tueur se rapproche de lui et poignarde le présentateur à la tête, le tuant sur le coup. Jamie et Lauren se rendent à la machine à voyager dans le temps alors que le tueur les suit de près. Lauren enclenche le moteur puis court se mettre à l'abri. Le tueur se rapproche de Jamie, mais c'est alors que Pam s'élance et l'attaque par derrière, ne se doutant pas une seule seconde qu'elle est sur le point d'être projetée dans le futur. Le combat se poursuit, tandis que le manège tourne de plus en plus vite, jusqu'à ce que la force centrifuge les cloue tous les trois aux parois. Le tueur se relève et s'en prend à Pam, la poignardant à l'épaule. À la dernière seconde, Jamie parvient à ouvrir la porte, ce qui projette Pam hors d'atteinte du tueur. Mais cette action arrache également le masque du tueur, et Jamie découvre qu'il s'agit en fait de Chris, l'animateur de podcast. Il s'avère que dans le futur, Amelia a réussi à faire fonctionner sa deuxième machine à voyager dans le temps. Mais Chris l'a assassinée et a remonté le temps pour arrêter Jamie. La vérité, c'est que c'est lui qui a tué sa mère en 2023. Et il a fait ça uniquement pour avoir un peu plus de contenu dans ses podcasts. Parce que les gens commençaient à se désintéresser d'une affaire non résolue vieille de 35 ans. Il en a également profité pour tuer son père, le présentateur de journaux télévisés de l'époque. Parce qu'il estimait que celui-ci se concentrait trop sur sa carrière et l'avait négligé pendant son adolescence. Chris s'élance vers Jamie et il se met en sécurité au centre de la machine. Il est sur le point de la tuer et de retourner seul dans le futur. Mais c'est alors qu'elle sort un pistolet à clous du sac d'outils de Lauren et elle tire plusieurs fois dans la poitrine de Chris avant de le repousser vers le mur extérieur où il explose en brume rose sous l'effet de la rotation. Quand la machine à remonter le temps s'arrête, Jamie se retrouve en 2023, le matin précédent le jour où sa mère a été tuée. Elle court jusque chez elle et découvre que tout le monde est encore en vie. Elle fait un gros câlin à ses parents et Lauren adulte l'emmène à l'extérieur pour lui expliquer en détail tout ce qui a changé. Le plus important est sans doute que ses parents se sont mis ensemble un peu plus tôt qu'avant. Elle a maintenant un frère de 34 ans qui s'appelle Jamie, et son nom à elle est en fait Colette. Quand il a vu son père se faire assassiner en direct à la télévision, Chris, l'animateur de podcast, a été traumatisé. Et il s'est installé dans un monastère en Inde où il vit encore aujourd'hui. Il va falloir s'y habituer, mais tout compte fait, il semblerait que Jamie s'en soit bien sorti. Et ils vivent tous heureux. À l'exception de Tiffany, Heather et Marissa, bien sûr. Mais bon, certains gagnent, d'autres perdent, j'imagine. Mais qu'auriez-vous fait si vous aviez dû remonter le temps pour empêcher votre mère de se faire tuer par un tueur en série des années 80, cinglé et flippant ? Auriez-vous pu la sauver en assemblant une machine à remonter le temps pour y parvenir? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Ah non, attendez encore. J'ai failli oublier. Passez une excellente journée!